Bonjour à toutes et à tous pour cette rencontre à 13 h qui s'intitule « Définir la violence » et où j'ai le plaisir d'animer cette discussion avec Michael Fossel et Gérard Haddad. Alors pour vous présenter rapidement, même si je ne suis pas certain qu'il faille véritablement vous présenter, Michael Fossel, vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'École Polytechnique. Vous dirigez aussi la collection L'Ordre philosophique co-dirigé avec Jean-Claude Monod. Et parmi les ouvrages qu'on peut ici retenir, j'ai noté État de vigilance, qui est maintenant chez Le Point, ou encore plus récemment Le Temps de la consolation aux éditions du Seuil, et bien sûr Récidive 1938 aux éditions PUF, qui avait été publié en 2018 et qui, cette année, a droit à une réédition avec une postface qui augmente l'ouvrage. Gérard Haddad, vous êtes psychanalyste, médecin psychiatre, et j'ai surtout, je l'avoue, découvert vos ouvrages pour la préparation, et j'ai été fasciné par différents ouvrages que je vais ici citer, dans la main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme, mais aussi le complexe de Caïn, au premier parallèle. Et puis le plus récent que j'ai ici, on peut d'ailleurs montrer ici les ouvrages, donc ici dans la main droite de Dieu, et puis le plus récent, à l'origine de la violence, d'Oedipe à Caïn, une erreur de Freud aux éditions Salvateur. Je montre ici aussi l'ouvrage de Michael Fossel, Récidive 1938, ouvrage que vous pourrez retrouver à la sortie de la discussion, lors de laquelle aussi il sera possible sur les tables juste à côté de faire dédicacer vos ouvrages si le cœur vous en dit. Alors, j'aurais voulu commencer par quelques mots de se définir la violence, parce que finalement, lors de ce type de discussion, on pourrait finalement aller extrêmement vite et se limiter à ouvrir le dictionnaire et trouver une définition qui montre que la violence renvoie à des comportements ou des actions physiques consistant dans l'emploi de la force contre un individu avec les dommages que cela implique. D'ailleurs, dans l'étymologie même du terme de violent, on s'en retrouve cette idée de brutalité et de force. La difficulté peut-être avec le terme de violence, et c'est ce qu'on verra dans cette discussion, peut-être, sans doute, c'est en fin de compte que c'est un terme qui n'est pas sans ambiguïté et qui répond finalement peut-être à certaines normes, mais aussi à certaines formes. Ça va de finalement la guerre, au harcèlement, au traumatisme psychologique, à différentes pressions qui peuvent sembler même parfois tout à fait insidieuses et invisibles, de manière intentionnelle ou manifeste. Elle est parfois même subie par ceux qui la commettent. Alors finalement, de quoi y a-t-il expression quand on parle de violence? Quels sont les sens et les acceptions de ce terme et de ce concept de violence? Comment l'appréhender? Et surtout, comment ne pas se trouver démuni devant ce terme dans sa volonté de l'analyser? J'ai noté ici, et notamment à travers vos ouvrages, avant de vous poser la première question, finalement différentes manières qu'on a de comprendre la violence, qui sont liées en fait aux manières que la violence a de s'exprimer. Cela va du terrorisme à l'écocide, aux dérives du capitalisme néolibéral, c'est peut-être même un pléonasme ici, aux logiques autoritaires et sécuritaires qu'on peut retrouver en Chine, au Brésil, en Russie, aux Philippines, aux oppressions de toutes sortes qui exposent, aux féminicides, au harcèlement, aux attentats, et même aux pressions subies dans le travail, dans l'espace domestique. Ici, finalement, on pourrait faire la collection des exemples et être un petit peu perdu devant cette collection des exemples, justement. Alors, bien sûr, et c'est une idée ici très forte, peut-être chez le philosophe allemand Hegel, qu'en fin de compte, l'histoire elle-même de l'humanité n'est pas le lieu de la félicité, que les périodes de bonheur y sont ces pages blanches, qu'en fin de compte, les périodes de l'histoire s'écrivent à l'encre du sang, et qu'en fin de compte, devant cette chaotisation du monde hyper violent, on aurait peut-être un peu tendance à perdre la raison. Et essayer justement de retrouver ici la raison. Alors, tout simplement, la première question ici que je vais vous poser à tous les deux, je vais commencer avec vous, Gérard Haddad, c'est tout simplement justement cette question de la définition de la violence. Comment est-ce que vous, en tant que psychanalyste, mais pas simplement, vous définissez la violence, vous comprenez ce terme de violence? Et je redoublerai même cette question en disant la chose suivante: est-ce que la violence ne se comprend pas aussi toujours au pluriel plutôt qu'au singulier? Est-ce que ce n'est pas aussi un terme qui déborde toujours par son sens et les délimitations que lui imposerait une définition? Oui, vous avez...
pseudo, c'est classique. Bonjour, et je voudrais d'abord remercier Monsieur Frédéric Bersolato, pour la troisième fois qu'il m'invite dans cette charmante ville de Mulhouse, et qui fait un travail culturel absolument extraordinaire. Je voulais le remercier. Chacune de mes venues à Mulhouse a été pour moi un grand plaisir et une certaine émotion à chaque fois, et c'est pour ça que je suis toujours partant pour revenir à Mulhouse. Alors, la question que vous posez n'est pas... Je voudrais la situer un peu dans mon parcours. J'ai vécu jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années avec un petit capital théorique qui est celui de Freud, puisque je suis psychanalyste, et de Lacan. Tout ça tournait un petit peu autour de l'Oedipe, de Totem et Tabou, de ces œuvres fondatrices au fond de la psychanalyse. Et puis, il y a à peu près une dizaine d'années, je vivais en Tunisie, j'ai voulu à un moment donné vivre en Tunisie. Je suis resté que 6 mois, bien que j'y retourne très souvent. Et là, j'ai été confronté à la révolution dite du jasmin, qui a complètement bouleversé tout le monde arabe, là, souvent dans le sang. Et là, je me suis posé une question qui était celle du fanatisme. Et je me suis étonné la raison pour laquelle la psychanalyse, dans les études qu'on a pu faire sur la psychologie des groupes, n'a jamais posé la question du fanatisme, qui est la question peut-être la plus grave, dans la mesure où le fanatisme a été la cause des plus grands malheurs de l'humanité. Dès qu'on dit ce mot fanatisme, on pense à la religion. En vérité, quand on pense à l'histoire du XXe siècle, les fanatismes étaient d'abord idéologiques. C'était le nationalisme, c'était l'idéologie nazie, c'était le stalinisme. La religion n'est qu'une des formes du fanatisme. Ces derniers temps, on en parle beaucoup. Et j'ai pas voulu un beau jour me dire qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que... c'est un cheminement qui s'est déroulé sur 10 années et qui a complètement retourné, amené à réviser un certain nombre de concepts, en particulier certaines données fondamentales de Freud autour du complexe d'Oedipe, que je suis amené ces derniers temps à relativiser, à remettre un peu, je dirais pas en question, parce que je pense que c'est un concept très important, mais à resituer. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Alors, avant de venir ici, moi je pensais que je devais faire une conférence. Et finalement, c'est beaucoup plus sympathique de faire... Mais, vous voyez, j'ai ma conférence sous les yeux, et je vais m'y référer. Et j'ai eu cette idée, c'est toujours quand vous préparez votre travail par écrit, les idées viennent. Les idées ne sont pas a priori, vous les avez en travaillant. Et enfin, c'est ce qui m'arrive à moi. Je me mets à ma table de travail, et au départ, je sais un petit peu ce que je vais dire, et puis en écrivant, je ne sais pas comment parler. Le grand autre, comme dirait Lacan, m'inspire. Alors j'ai eu cette idée, et si on définissait la violence, non pas par son origine, mais par sa finalité. Alors, et là, la réponse est assez simple. La violence, c'est un acte qui veut détruire, qui veut, à la limite, tuer, qui veut éliminer un obstacle. Et donc, je trouve que définir ainsi par la finalité de la violence, c'est mieux que... Pourquoi? Parce que ça unifie. Tout à l'heure, on a parlé de l'équivoque du mot violence. Le langage est équivoque, nous le savons depuis... Au moins, Maïmonide en parlait déjà. Bon, bref. C'est la particularité du langage, d'être équivoque. Il n'y a pas de mono-signification des mots. Mais les définir par sa finalité, ça permet de mettre sur le même chapeau, si vous voulez, différentes formes de violence. Le meurtre, le viol, les abus sur les enfants. Parce qu'au fond, dans ces actes, c'est les cliniciens qui nous parlent, j'ai eu affaire bien souvent à des femmes qui ont été violées. Et je sais que pour s'en remettre, il y en a qui ne s'en remettent pas. Et donc, un enfant dont on a abusé, on l'a tué, quelque part. Donc, définir la violence par la volonté de meurtre, d'éliminer l'obstacle, le scandalon, si vous voulez, pour parler. Girard, je serais peut-être amené à reparler. Ça me paraît la bonne façon de définir. Maintenant, pour l'origine, on en parlera tout à l'heure. On va monopoliser la parole. C'est notre adversaire et collègue et ami. J'ai inventé le concept de complexe de Cain.
Je me méfie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci aussi pour cette invitation. Alors évidemment, le philosophe est là pour définir en principe, mais je ne vais pas me soustraire à la question. Simplement, je pense qu'on ne peut pas définir la violence de manière générale sans faire référence aussi à l'histoire, c'est-à-dire à ce que nous percevons, nous, aujourd'hui, comme étant un acte, une conduite violente. Parce que la violence, effectivement, là je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, c'est une action qui est perpétrée dans le but de détruire, ou c'est une force qui s'exerce pour détruire une autre force, ou au moins pour l'orienter, pour la contraindre à se mettre au service de nous-mêmes. Donc la violence, c'est, de manière générale et un peu abstraite, c'est l'exercice d'une force contre un corps. Maintenant, on constate aujourd'hui, en particulier, et c'est là que le lien à notre période, à notre époque est important, que nous nommons violence, nous appelons violence aussi bien des forces qui s'exercent contre des corps que des paroles qui s'exercent, qui se prononcent plus exactement contre des êtres. C'est-à-dire qu'on va parler par exemple de violence symbolique pour exprimer le fait de l'injure, le fait de l'objectivation d'un autre, le fait de réduire un autre à n'être que l'objet de cette injure. Et de ce point de vue-là, je crois que ce qui nous caractérise, c'est une très grande sensibilité à la violence. Quand je dis nous, c'est les sociétés contemporaines. C'est-à-dire que ce qui, dans l'histoire, ne se nommait pas violence, ce qui était considéré traditionnellement comme faisant partie du destin de l'humanité, d'une fatalité plutôt de l'humanité, eh bien nous, dans les sociétés démocratiques, contemporaines, et je vais y revenir dans un instant, enrichies des leçons de l'histoire, nous allons l'appeler violence. En particulier, il me semble que ce que nous avons, enfin, ce qui a été vécu par l'humanité au XXe siècle, en termes de violence extrême, a modifié considérablement, et pour le meilleur, notre rapport à la violence, aussi bien les génocides que les totalitarismes, les guerres mondiales, les guerres industrialisées, ont produit dans l'imaginaire, dans la perception que nous avons de la violence, je dirais ce que j'appellerais une extension du domaine de la violence. C'est-à-dire que nous n'avons plus les moyens, et c'est une bonne chose en un sens, mais nous n'avons plus les moyens d'expliquer, ou plutôt de justifier la violence par un sens de l'histoire, après ce qui a été vécu au XXe siècle. Parce que très longtemps, en tous les cas dans la perspective, disons, des grandes révolutions qui ont eu lieu depuis la Révolution française, eh bien il y avait cette idée que la violence, c'était le mauvais côté de l'histoire, certes, mais c'était ce qui faisait avancer l'histoire. Que c'était par l'acte révolutionnaire, donc par des dispositifs ou par des événements historiques qui impliquaient des violences, des guerres, voire des massacres, que l'histoire s'imposait. Que c'était d'une certaine manière par l'irrationnel que la raison s'imposait dans l'histoire. Il fallait prendre la Bastille, il fallait la terreur et il fallait la révolution soviétique, par exemple, bolchevique. Et ce qui a marqué un point d'arrêt à cette idée que la violence était nécessairement productrice de l'histoire, ou à la thèse de Marx. Marx disait la violence est l'accoucheuse de l'histoire, avec cette métaphore de l'accouchement, donc il faut nécessairement passer par une souffrance pour parvenir à une nouvelle naissance, en quelque sorte. Nous avons rompu, partiellement du moins, avec cette idée, parce que nous avons été confrontés, l'humanité a été confrontée au XXe siècle à des violences, qu'on pourrait dire des violences sans fin, aux deux sens du mot fin. Des violences qui n'avaient pas de but et des violences qui n'avaient pas de terme. Des violences qui, d'une certaine manière, étaient perpétrées pour elles-mêmes de manière quasiment nihiliste. Et de ce point de vue-là, je crois, on y reviendra peut-être, nous avons dans nos sociétés contemporaines, avec des bons côtés et peut-être des côtés qui seront plus négatifs, on pourra y revenir, une perception accrue aux violences, c'est-à-dire au fond à l'idée du scandale d'une force qui s'exerce contre une autre, contre un corps, ou encore une fois d'une parole qui s'exerce contre un être. Et cette perception nous rend d'abord, je dirais, plus sensibles à ce qui est intolérable dans l'expérience humaine. Et en particulier, ça a fait l'objet, je crois, de la discussion qui a précédé ici, sur ce plateau, dans cette salle, la violence faite aux femmes, effectivement, dont il y a des manifestations aujourd'hui qui sont organisées partout en France, eh bien, elles mettent dans le discours, elles mettent sur la place publique des faits, plutôt des méfaits d'ailleurs, qui étaient jusque-là tus, invisibilisés, et qui étaient laissés dans l'ombre. Parce que, encore une fois, ce sont les aspects cette fois-ci positifs, en quelque sorte,
gain en civilisation, nous avons pris l'habitude d'être sensibles, et encore nous ne le sommes peut-être pas assez, d'être sensibles à de l'arbitraire. Dans la violence, il y a toujours de l'arbitraire, ici l'arbitraire imposé au corps et à l'être des femmes, qui jusque-là était ou justifié, ou passé sous silence, ou considéré en quelque sorte comme nécessairement lié à la nature humaine. Au fond, les sociétés démocratiques contemporaines ne se résolvent pas à l'idée qu'il y a au fond une fatalité de la violence qui est liée à nos instincts, à nos pulsions ou à nos genres. Et de ce point de vue-là, je dirais, nous sommes pris entre à la fois une plus grande attention aux violences qui sont perpétrées dans le monde, et puis parfois aussi peut-être à une certaine forme de sensiblerie peut-être sociale. Et là je pense en particulier au fait que nous assistons aussi à une psychologisation de la violence qui fait que, bon, par exemple, on crée des cellules psychologiques dès lors qu'il y a des drames, quand ce sont des drames, ça se justifie, mais qui sont des traumatismes relatifs qui sont perçus ici ou là dans l'expérience. Donc il faut peut-être réfléchir à cette plus grande sensibilité à la violence qui nous rend en principe évidemment meilleurs, et aussi peut-être un excès de fragilité dans la perception des choses. Alors, justement, vous parlez ici de leçons de violence, finalement que le langage, la parole permettent de se sensibiliser à cette violence. Et est-ce qu'en fin de compte, et je pose ici la question à vous deux, à nouveau, est-ce qu'en fin de compte, définir la violence, c'est pas aussi un moyen d'en finir avec la violence? C'est que d'une certaine manière, parler, et je pense ici au travail du psychanalyste, mais aussi bien au travail peut-être plus conceptuel du philosophe, en fin de compte, est-ce que justement il y a une capacité dans le fait de dire la violence, de la décrire, de chercher à la fois son sens, son origine, de pouvoir parvenir justement à y mettre un terme? Oui, l'intérêt des débats comme celui-ci, c'est de permettre, pendant le débat, de préciser un peu nos idées. Il y a la violence que nous condamnons, c'est toute violence qui s'exerce à l'égard des corps de l'autre. Mais il faut faire attention, dans la science par exemple, dans le débat scientifique, va-t-on dire que les discussions qu'il y a eu par exemple entre Einstein et Max Planck, à un moment donné, c'était de la violence, mais c'est de la bonne violence. Et si on condamne cette forme de violence, on stérilise, et c'est ce qui nous arrive un petit peu. Les débats en France sont un peu appauvris. Dans le débat, dans les disciplines de la médecine, par exemple, de l'épidémie que nous vivons, on a bâillonné le débat. Et c'était parce qu'on a peur de la violence, de la polémique. Et là, cette violence des idées, quand elle ne touche pas à l'être de l'autre, au corps de l'autre, elle a son côté positif. Moi, j'ai eu un maître, quelqu'un qui a été une référence pour moi, un Israélien, qui s'appelle Yeshayahu Leibovitz, qui était un homme extraordinaire. Il pouvait être extrêmement violent dans ses paroles, à mon égard, par exemple. Et jamais je me suis senti blessé par sa parole. Pourquoi? Parce qu'il ménageait mon être. Et il m'avait dit, il m'avait donné cette leçon, ne mélange jamais la pensée d'un homme avec lui-même, avec son être. On doit respecter l'autre, quelles que soient les idées qu'il défend, mais être intraitable dans le débat des idées et des valeurs. Donc vous voyez, ne soyons pas trop rapides à condamner la violence. Alors en psychanalyse, si vous voulez, fruit de cette idée géniale que la société humaine, et ce génie, René Girard lui a rendu hommage dans son livre « La violence et le sacré », que la société humaine est fondée sur la violence. Elle est née d'une violence initiale, d'un meurtre. Et vous savez, dans Totem et Tabou, Freud a eu cette idée que je critique, mais qui est intéressante, qu'à l'origine de l'humanité, il s'est appuyé sur les schémas darwiniens des hordes de primates, et il a ajouté son grain de sel en disant qu'à l'origine, chez ces primates, on ne sait pas pourquoi, il y en a un père primitif, comme il l'appelle, qui a été tué par ses fils. Donc à l'origine de l'humanité, il y a ce meurtre du père. Cette idée que la violence est constitutive de la société humaine. Je trouve que toute la mythologie grecque et latine, et la Bible en particulier, mettent en question
ce principe du parricide fondateur de Freud. Dans la Bible, si vous voulez, qui est quand même un livre, comme disait Adler, qui était un parfait athée, et parce qu'il était athée, il avait beaucoup d'estime pour la Bible, qui est un paradoxe peut-être pour vous, mais pour moi c'est tout à fait fondé. Il disait, la Bible, c'est le dépôt d'un enseignement millénaire. Et la Bible, elle fonde l'humanité sur le fratricide. C'est Caïn qui tue Abel. À l'origine de l'humanité, il y a, selon la Bible, un fratricide. Et des enfants de Caïn naissent trois, entre autres. Il y en a un qui fonde la technique, l'autre qui fonde la musique, c'est-à-dire les arts, la technique, la forge, et le troisième qui fonde la ville. Donc si vous ajoutez la ville, l'art et la technique, vous avez la société humaine. Donc la Bible nous dit, la société humaine, elle repose au départ sur un fratricide. Toute la Bible, c'est que des histoires de frères ennemis. Si vous regardez la mythologie grecque, les Atrides et les autres, c'est des frères ennemis, à part une exception dont on peut discuter, qui est l'Oedipe de Sophocle, et du mythe d'Oedipe. Rome a été fondée par un meurtre de Rémus, qui était le frère jumeau de Romulus. Donc, comment peut-on lutter contre cette violence qui nous est inhérente? Je pose qu'un certain savoir sur cette origine de la violence, c'est l'objet donc de ce travail que je fais depuis quelques années, que j'ai appelé donc le complexe de Caïn, c'est-à-dire la rivalité fraternelle. Au départ, le frère ou la sœur sont des ennemis, ce sont des rivaux. Par la suite, cette haine initiale va être refoulée, transformée en amour, comme ma sœur, mon frère, et cette haine va être déplacée sur le voisin, le non national, l'étranger, le mécréant, etc. Mais ce n'est que des déplacements successifs, vous savez, comme une pierre que vous mettez dans l'eau, des ondes, déplacements successifs d'une haine originelle que vous avez à l'égard de votre propre frère ou de votre propre sœur. Qui est-ce qui dit ça d'ailleurs? Freud lui-même, dans une lettre qu'il a écrite, qui est publiée, et que curieusement, on n'en fait pas grand-chose, une lettre qu'il écrit à son ami Thomas Mann, en 1936. Il lui dit, je voudrais vous parler de Napoléon, parce qu'il avait envoyé son livre, que je trouve magnifique, moi, qui est Joseph et ses frères. Il lui dit, Napoléon, à l'origine, il avait haï Joseph, son frère. Mais cette haine va se transformer en amour, si bien que lorsqu'il va vouloir épouser une femme, elle s'appellera Joséphine. Quand il va en Égypte, c'est parce que l'Égypte, c'est le pays de Joseph dans la Bible, etc., etc. Mais cette haine a-t-elle disparu, dit-il? Non. Elle va être le moteur des guerres napoléoniennes. Et si, dit-il, ça c'est Freud, vous pouvez reporter à la lettre 1936 de Freud de Thomas Mann, s'il avait tué son frère, par exemple, il était dans sa poussette, il aurait jeté la poussette dans l'escalier, on aurait économisé à l'Europe des centaines de milliers de morts. Et moi, je m'appuie là-dessus pour dire, pourquoi les guerres napoléoniennes seraient-elles des fratricides? Mais toutes les guerres sont des fratricides. Quand les Allemands et les Français sont jetés l'un sur l'autre en 14, il a fallu, lisait Stefan Zweig, il a fallu jouer la corde du complexe de Caïn à fond pour chauffer la marmite, pour que les peuples s'entretuent. Toutes les guerres sont des guerres fratricides. Des trucs. Non, mais on discute, des idées qui Finalement, je vous pose la même question, c'est-à-dire en fin de compte, en quoi la capacité de dire la violence a la possibilité justement de peut-être y mettre un terme, c'est-à-dire pas simplement nous y rendre sensibles, mais d'y mettre un terme, d'en finir, définir, permettre d'en finir. Bah effectivement, traditionnellement, on oppose la violence au langage, c'est-à-dire que le langage est considéré comme, et c'est même le sens de la philosophie dans un sens, hein, le logos, le discours est une manière de ne pas recourir à la force pour régler des conflits. Et de ce point de vue-là, il y a certainement, c'est même évident, dans la capacité qu'a l'être humain de mettre en mots, de mettre en phrases, de mettre en discours, les rapports qu'il entretient avec les autres, une manière de neutraliser la violence, c'est-à-dire on se parle quand on dit après tout à quelqu'un en le rencontrant bonjour, c'est une manière aussi d'exorciser la possibilité de la violence, de manifester, ou même quand on se serre la main, traditionnellement c'est pour l'idée, enfin
originairement, je dirais, montrer que l'on n'a pas, bon, on se serre moins la main aujourd'hui d'ailleurs, mais originairement pour montrer qu'on n'a pas d'armes. C'est-à-dire qu'il y a dans le corps à corps qui est nécessaire à toute forme, donc là aussi virtualisé de plus en plus aujourd'hui, mais dans le corps à corps qui est lié à toute rencontre, un moment où il faut désamorcer la possibilité de la violence ou du meurtre, précisément, et le langage, de ce point de vue-là, est encore le meilleur moyen de régler des conflits par d'autres voies que ceux de la violence, parce que nous avons, par le discours, la possibilité de recourir à des argumentations ou d'ailleurs aussi à des récits. Hein. Il n'y a pas seulement que la raison, je dirais, qui neutralise la violence, il y a la possibilité de raconter, de sublimer, pour reprendre un terme propre à la psychanalyse, de sublimer la violence dans des récits, dans des histoires, dans des manières en quelque sorte, et de ce point de vue-là aussi, j'évoquais tout à l'heure l'importance prise aujourd'hui à juste titre par la violence faite aux femmes, le fait que cela passe, que ce type de violence passe aussi souvent par la littérature, ou en tout cas par le discours, par le récit, permet en quelque sorte, non pas de l'exorciser, mais déjà de la thématiser. Alors après, évidemment, il ne faut pas forcément avoir une vision peut-être trop binaire qui considérerait que le discours est toujours et par principe, ou le langage est par principe une manière d'échapper à la violence, parce que le langage reproduit de la violence. Hein, précisément, j'évoquais tout à l'heure la notion que la sociologie, un sociologue comme Bourdieu avait développée de violence symbolique. La manière de parler aux autres, ou plutôt de parler des autres, est aussi une manière, peut-être une manière, de leur faire violence, en les catégorisant, en les humiliant ou en les injuriant. Donc de ce point de vue-là, je dirais que ce qui est le plus caractéristique de notre époque, c'est d'essayer aussi d'être, je dirais, non violent dans nos discours. Et face à des possibilités comme le fanatisme que vous avez évoqué, justement, de trouver une réplique qui soit celle d'un discours ou d'une pratique non violente. Ce qui implique aussi, on en discute beaucoup, ce qui implique, je dirais, une justice, et certains diraient peut-être aussi une police du langage, dans laquelle il faut en permanence faire attention à ce que l'on dit, à la manière dont on le dit. Alors pour aller, puisque je l'évoquais tout à l'heure immédiatement, à l'aspect peut-être sur lequel on peut réfléchir de manière critique, par rapport à cette extension du domaine de la violence, je dirais qu'il y a parfois aussi un excès de nos sociétés à privilégier certaines formes de violence, à n'en pas voir d'autres, et en particulier aujourd'hui à être très sensible à ces violences linguistiques, à ces violences langagières. Pour en prendre un seul exemple, j'étais il n'y a pas très longtemps dans un festival du renouveau des pensées de gauche. Hein, la gauche est maintenant, on m'invite souvent dans les pensées pour le renouveau des pensées de gauche, je ne suis pas invité par les renouveaux des pensées de droite, c'est dommage. Bon, enfin bref, j'ai été invité là-bas. Et au terme de ce festival, dans lequel nous ronronions, comme toujours, gentiment, entre bourgeois, je dirais, pour parler de la gauche, quelqu'un s'était levé en disant « Bon, c'est bien beau vos histoires, mais enfin, résultat, des courses, ça se passe pas très bien pour la gauche en France, ni dans le monde. C'est pas la gauche qui m'intéresse ici, c'est ce qui va suivre. Hein. Parce que, eh bien, il n'y avait pas d'ouvriers ici, où il n'y avait pas de représentants du monde du travail. Et alors, la réaction unanime des organisateurs était de dire que c'était très violent de leur parler comme cela, qu'il n'y avait pas, parce que c'était la formule qu'il avait employée, il n'y avait pas d'entre-soi, et l'organisatrice avait dit, l'organisateur avait dit, la preuve qu'il n'y a pas d'entre-soi, c'est qu'il y a, parisiens, c'est qu'il y a des gens qui viennent de Strasbourg. Alors, et surtout, ce qui était très frappant, c'était c'est faire violence, c'est nous faire violence, que de dire que ce festival, qui par ailleurs était tout à fait sympathique, était au fond, pas genré pour le coup, mais classé au sens de classe, un peu petit bourgeois ou bourgeois bohème. Alors là, bon, pour une fois, j'ai pris la parole, bien que je n'y étais pas invité, pour réagir en disant que, parce que le thème de ce festival, c'était la Commune de Paris. Et j'avais dit que si, la gauche en l'occurrence, hein, on pourrait faire ça de manière réversible pour la droite, mais bon, on parle mieux de ce qu'on connaît un peu, si la gauche s'émeuvait de la violence faite par ce gilet jaune, c'était un ancien gilet jaune, par la parole, il fallait renoncer quand même à essayer d'organiser la commune. Hein, bon, à supposer qu'il y ait encore quelque chose ou même à pleurer les morts de la commune, parce que là, pour le coup, là, il y avait une violence réelle.
Et de ce point de vue-là, on m'a répondu d'ailleurs, c'est une discussion qui n'était pas inintéressante, hein, bon, c'était, oui, mais ça c'est bien le mythe, je cite, hein, le mythe viriliste de la barricade, c'est-à-dire celui dans lequel, bon, que je ne représente pas d'ailleurs, mais enfin bon, dans lequel, au fond, il faut prendre la rue, etc. Mais pendant qu'on prend la barricade, on ne se pose pas la question de savoir si nous sommes exactement à parité, ou si on s'occupe bien des enfants, qui s'occupe des enfants, des choses comme ça. Et vous voulez, c'est un peu toujours dans ce même thème, c'est-à-dire l'idée qu'il faut neutraliser absolument la violence par le discours. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une situation qui est intéressante, puisqu'on est vraiment dans l'ambivalence, à la fois une meilleure prise en compte des violences qui sont faites dans la société, et en même temps peut-être un aveuglement à d'autres violences, celles qui passent par les corps, par exemple la violence au travail, la souffrance au travail, qui est beaucoup moins dite que les violences que nous énonçons, hein, que cette espèce d'attention à nos discours. Et de ce point de vue, je crois qu'il y aurait aussi une réflexion à avoir sur les violences qui méritent d'être mises en avant, celles qui sont cachées par le système et celles qui sont aujourd'hui promues. Donc notre discussion est arrivée sur le point de savoir le rapport entre discours, langage et violence. Et là, je crois que c'est très délicat. Je voudrais vous raconter une anecdote, un souvenir. Quand j'étais dans ma formation de psychanalyste, à l'époque c'était l'école freudienne de Paris, il y avait deux personnalités qui étaient nos stars à l'époque. D'un côté, il y avait Jacques Lacan, et d'autre côté, il y avait Françoise Dolto. Alors Jacques Lacan était caractérisé, j'en sais quelque chose, parce que j'ai été 12 ans de ma vie chez lui, par la séance courte. C'est-à-dire, des fois, il est arrivé une fois de rentrer dans le bureau, de m'allonger, il me dit « à demain ». Je n'avais pas placé un mot. Lacan ne croyait pas beaucoup, bien que pour lui, le langage était formidable, mais il ne croyait pas beaucoup à ce que le langage pouvait désamorcer les conflits. Et l'autre, c'était Françoise Dolto. Alors, Françoise Dolto, vous aviez des tartines comme ça. Moi, j'ai vu un jour une femme dans le métro, elle avait son bébé, il avait peut-être 1 an, et elle était en train de m'expliquer longuement. J'ai dit, ça doit être une disciple de Dolto, quoi. Et il faut quand même se rappeler que toutes les grandes violences de l'histoire, et surtout celles du XXe siècle, et même avant, sont parties de discours, de textes, de discours. C'est eux qui ont les textes de Lénine, de Staline, les textes de Mein Kampf, c'est du discours, c'est du texte, c'est des paroles. Au lieu de vous penser que le discours calme les conflits, bien au contraire. Alors qu'est-ce qui, à mon avis, nous faisons un petit débat pour un petit peu aiguiser, vous savez, mon nom en hébreu veut dire aiguiseur. Alors nous aiguisons un peu nos deux pensées très amicalement. Là. Pour moi, ce qui peut calmer un petit peu l'excès de violence, parce que la violence a quand même des accès positifs. Tout n'est pas mauvais, dès l'instant où vous ne touchez pas au corps de l'autre. C'est le savoir. Essayons de comprendre, essayons d'apporter un peu de la lumière du savoir sur des questions qui sont violentes. Je prends un exemple. Vous savez que aujourd'hui, personnage épouvantable, comme tout à l'heure Madame Stort avait parlé, a fait de l'islam, par exemple, le bouc émissaire de nos problèmes. Et bien moi je crois j'apporte du savoir pour montrer que cette idée que l'islam est inassimilable en civilisation, c'est une ânerie. Pourquoi c'est une ânerie? Ça je le démontre. Je le démontre parce que je dis que l'Occident, la civilisation occidentale, elle repose sur 2 piliers, selon moi. Mais je pense que j'ai raison. Le premier, c'est le monothéisme. J'aime beaucoup le monothéisme. Pourquoi j'aime le monothéisme? Parce que c'est grâce à lui qu'on peut être athée. Quand vous étiez dans l'animisme, vous pensiez que le soleil c'était votre Dieu, c'est difficile d'être athée parce que vous levez les yeux, vous avez le soleil. Alors, tu ne peux pas douter de l'existence de ton Dieu. Mais le Dieu d'Abraham, il est invisible, vous pouvez dire j'y crois pas. Donc, merci au monothéisme, ça nous a rendu la liberté d'être athée ou croyant. Bon. Donc le monothéisme est un des piliers de la civilisation occidentale. Le second pilier, c'est l'héritage grec. C'est gréco-latin. Mais grec, quand même, d'abord, puisque les latins n'ont fait que copier un peu les grecs. Si vous prenez ce critère que notre société repose sur 2 piliers, que j'appelle le gréco-abrahamisme, je regarde mon islam,
inassimilable, l'islam. Monothéiste, il l'est. Et comment? Un peu trop, peut-être. Grec, mais qui nous a transmis? Je ne suis pas d'accord avec un certain mot. On va laisser. C'est quand même les Abbasides dans le Beth Hakma de Bagdad. Ce sont les Averroès et autres, Ibn Bajjah, etc., de Cordoue. N'oublions pas qu'Averroès a dominé la Sorbonne jusqu'au XVe siècle. Il a fallu que saint Thomas écrive des textes contre lui. Comment peux-tu dire, petit mec, là, débarquer d'Algérie, remplaçant? Toi-même, tu fais partie des remplaçants. Moi, je fais partie des remplaçants. Comment peux-tu affirmer une ânerie pareille que l'islam est inassimilable? L'islam fait partie de la civilisation occidentale. Je ne peux pas dire la même chose de l'Indien. Je ne peux pas dire la même chose du Chinois, qui ont des panthéons différents. Le panthéon de l'islam, moi je ne suis pas musulman, je suis juif. Le panthéon de l'islam, c'est le même que le panthéon des juifs et des chrétiens. Il y a Moussa, Moïse s'appelle Moussa, Joseph s'appelle Yosef, etc., etc. Jacob s'appelle Jacob, etc. Donc, je pense, si on donnait un peu de publicité à mes théories, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de médias à mes côtés, l'ânerie de l'autre, là, le Z, là, ça fait pi. Donc, le savoir éclairé et reposant sur des choses sérieuses me paraît un des remèdes à certains accès de violence. Voilà. Donc, discours et violence est un gros sujet. Et il n'est pas sûr que le discours soit toujours... Lacan se méfiait beaucoup du discours. Et moi, je suis une élève de Lacan. Si je peux juste enchaîner, puisque le mot interdit, enfin la lettre interdite a été prononcée avec Z. Autant je pense que notre attention peut-être au langage, à la violence du langage peut prendre parfois des aspects excessifs, autant pour neutraliser, pour modérer ma propre affirmation tout à l'heure, et en écho à ce que vous avez dit, effectivement il existe une violence aujourd'hui dans le discours, qui est presque repérable d'ailleurs dans le discours de ceux qui commencent par dire aujourd'hui on n'a plus rien le droit de dire en France. Bon, alors là vous pouvez être sûr qu'ensuite va suivre une sorte de violence. C'est-à-dire que pour démontrer qu'on n'a plus rien le droit de dire, on va dire quelque chose non seulement d'excessif, mais même souvent d'odieux. Et je trouve de ce point de vue-là, puisque vous avez parlé de l'islam, que la violence linguistique faite aux musulmans de France, absolument, a atteint quand même là un paroxysme généralisé à travers le personnage que vous évoquiez et évidemment tous ces relais dans la presse. Et de ce point de vue-là, je dirais que à mon sens, l'un des signes du caractère intégrable, assimilable, si l'on veut, de l'islam, c'est le relatif pacifisme avec lequel est malgré tout acceptée cette violence quotidienne. Quand on est traité de djihadiste sous le simple fait de sa religion ou d'ailleurs de son appartenance ethnique et ne pas réagir violemment, ce qui est le cas plus que la grande majorité, la quasi-totalité des musulmans français est déjà un signe. Et puis il y a des violences qui sont justifiées, ou qui sont considérées comme a priori justifiées. Il y a une formule en particulier du sociologue Max Weber qui a dit ce qui définit l'État, c'est qu'il a le monopole de la violence légitime. Il est l'instance qui, effectivement, historiquement, s'est caractérisée dans la naissance des États-nations, s'est caractérisée par le fait qu'il a dépossédé, les États ont dépossédé les autres institutions du droit d'utiliser la violence. Et les autres institutions, c'était fondamentalement les églises, et ensuite, eh bien, tout ce qui était de l'ordre des provinces. C'est-à-dire que les États-nations se sont constitués en empêchant les suzerains de s'attaquer à leurs vassaux, les provinces de se faire la guerre entre elles. Bon. Mais de cette formule selon laquelle l'État possède le monopole de la violence légitime, qu'il est la seule institution qui a le droit par l'armée ou par la police ou dans une certaine mesure même par la justice, qui utilise aussi la contrainte d'utiliser la violence, eh bien on a peut-être aussi eu tendance à considérer, ou on a fait un usage plutôt de cette formule, au moment en particulier pas seulement des Gilets jaunes d'ailleurs, déjà des manifestations qui l'ont précédé, en disant bon bah là toute violence d'État est légitime. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de violence policière, par exemple, ce qui a été une formule qui a même été employée au sommet de l'État. C'est une contradiction dans les termes. Et là aussi, on a un usage du concept de violence qui est un usage qui est totalement, à mon sens, totalement fallacieux, consistant à dire qu'au fond, puisque vous avez évoqué à un moment la question de savoir s'il fallait traiter de la violence par son origine ou par sa finalité,
Et là je vous rejoindrai en disant qu'il faut plutôt la traiter par sa finalité, le fait qu'une violence s'exerce sur des corps, et de ce point de vue-là, le fait de porter un uniforme ne justifie évidemment pas, le fait d'être à l'origine d'une violence qui est institutionnalisée ne justifie pas l'exercice de toute forme de violence. Et l'une des questions à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est aussi la question de savoir à partir de quand une violence peut-elle être considérée comme un mal, ou comme une faute, ou comme une injustice. Et l'un des bénéfices en principe de la démocratie, c'est qu'aucune institution, pas même l'État, n'est exonérée de cette question de savoir si la violence dont il use est une violence qui est légitime ou illégitime, qui est proportionnée ou qui ne l'est pas. À partir du moment, et ça rejoint aussi l'affaire Z, puisque à partir du moment où nos États sont des États en principe de droit, ils sont soumis au droit, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont soumis à une certaine forme de limitation de leur propre exercice de la violence. Et ce qui me paraît aujourd'hui le plus préoccupant dans le discours politique français dominant, disons, c'est le fait que le droit soit considéré de plus en plus comme tout à fait facultatif, je dirais, dans la définition même de l'État, car autant c'est le langage peut limiter la violence, autant c'est le droit qui, du point de vue des institutions, marque une limite, au fond, à la perpétuation de la violence dans le cycle de la vengeance. Je voudrais donc embrayer sur ce discours avec lequel je suis d'accord. Ce matin, j'ai assisté au débat sur le féminisme, et il y avait Tristan Banon, je crois que ça s'appelait comme ça, son prénom, a dit une chose très juste, c'est que qu'est-ce qui a fait avancer, qu'est-ce qui a fait reculer, au fond, les problèmes, qui a fait avancer les droits des femmes, c'est la loi. À partir du moment où vous avez une loi, si demain il y a une discrimination qui est faite à l'égard d'une femme, ou la violence à l'égard d'une femme, on peut aller au commissariat, on peut mobiliser la justice. Et donc c'est le terme qu'on n'a pas encore employé, mais qui vient d'arriver, c'est le terme de la loi. C'est pas forcément la loi, oui, c'est la loi du pays, bien sûr, mais c'est aussi, il y a une dimension un peu transcendante dans le terme de loi, tel que Lacan d'ailleurs le définit dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse. Il y a un très beau séminaire qui s'appelle comme ça, l'éthique de la psychanalyse, dans lequel Lacan promeut ce concept de loi transcendante un peu, et il va dire, au fond, le modèle de la loi, tel que je le pense, c'est les 10 commandements. Dans les 10 commandements, vous avez « tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu n'empiéteras pas sur l'intimité de l'autre ». Dès l'instant où tu empiètes sur l'intimité de l'autre, c'est qu'on tombe, c'est ce que va faire Hannah Arendt. Elle va dire, le totalitarisme, c'est d'empiéter sur l'intimité de l'autre. Ceci a été dit déjà, c'est le 10e commandement. Lacan a fait des 10 commandements la loi transcendante que, consciemment ou inconsciemment, nous portons. C'est la loi qui est la remède, qui est non pas le remède, parce que la violence, elle existe, elle ne peut pas disparaître, mais qui l'arrête à un moment donné. Moi, vous savez, j'ai repris ce concept de complexe de Caïn. Le complexe de Caïn, c'est l'origine pour moi de la violence. Qu'est-ce qui arrête cette volonté du meurtre du frère? C'est la loi. À un moment donné, cette loi, il y a donc un équilibre entre la loi et le complexe de Caïn. Il se trouve qu'à certains moments de l'histoire, comme celui que nous vivons, le respect, l'amour même, que l'on doit avoir pour la loi décline. Et à ce moment-là, vous avez ce complexe de Caïn qui est le complexe de la rivalité, du meurtre, prend le dessus. C'est ce moment de crise, René Girard appellerait ça de crise sacrificielle que nous vivons, qui fait que le prestige de la loi, on parle du droit, mais parlons de la loi. Le droit, c'est le Dalloz, c'est la jurisprudence, mais avoir ça en tête, ce respect de son prochain, cette fameuse loi. Et il y a aujourd'hui un déclin de la loi. On a mis ça sur le compte du patriarcat. On me fait marrer avec leur patriarcat. Quel est le patriarcat qu'il y a en Europe aujourd'hui, en France? À cause de cette lutte que je qualifierais de débile contre ce patriarcat, je parle de l'Occident, a fait que le mépris qu'on a pour la loi, et qui est une des raisons de la montée des violences. René Girard a une belle théorie, il dit, chaque fois que vous gommez les différences,
vous aggravez, vous donnez du carburant à la violence. La violence, par exemple, dans certaines populations, on ne supporte pas les jumeaux. Dans certains peuples, dans certaines ethnies, quand il y a des jumeaux, on les tue. Parce que quand les différences s'éliminent, ça déclenche la violence. Or, aujourd'hui, on fait tout dans notre Occident pour gommer les différences. Et à ce moment-là, on s'étonne que la violence flambe. Voilà. Je sais que ce que je dis ne doit pas plaire à tout le monde, mais tant pis. Non, enfin alors là pour le coup je ne suis pas tout à fait sur la même ligne. Enfin, je vous accorde que la loi comme ordre symbolique, je pense que c'est à cela que vous faisiez allusion, soit structurant de la société. Après, je ne dirais pas quand même que dans la loi, en particulier peut-être celle du père, il n'y a pas une violence potentielle, mais c'est une discussion qu'on peut avoir parce que... Non, bien sûr, mais vous avez parlé du patriarcat, c'est pour ça. Mais il me semble qu'il y a aussi, mais peut-être, il y a une violence qui est inhérente à la loi, peut-être qu'on la voit justement, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez forcément travaillé, rencontré, je pensais à la thèse de Yann Assmann sur la violence monothéiste, c'est-à-dire l'idée qu'après tout, quand on affirme qu'il n'y a qu'un père ou qu'un Dieu, on exclut tous les autres. Et donc il y a peut-être aussi dans l'affirmation il n'y a qu'un seul Dieu, une forme de violence, ce qui ne fait pas du tout, enfin je ne considère pas que c'est l'origine de toute violence, mais évidemment s'il n'y a qu'un Dieu, et que c'est Dieu le Père, d'une certaine manière, toute forme de croyance alternative sera nécessairement condamnée, ou cela justifierait aussi la violence faite à ceux, parce que il y a aussi une dimension fondamentale de la violence qui est de dire, évidemment, je te fais violence pour te sauver. Ça a toujours été la justification inquisitoriale de la violence, c'est-à-dire c'est pour ton propre bien que, d'une certaine manière, j'édifie ce bûcher, hein, puisque c'est la condition de la violence. Ce qui me fait, alors là où je vous rejoins tout à fait, c'est évidemment pas l'origine, enfin on en a fait comme parfois l'origine absolue de toute violence, qui fait que le simple fait, enfin, on a eu cette idée que le fait d'abattre cette loi religieuse ou cette loi du père, etc., suffirait à nous débarrasser de la violence. Et là, de ce point de vue, effectivement, je pense qu'il y a aussi une violence de l'anomie, c'est-à-dire de l'absence de loi, de l'absence je dirais, de référence à une forme de transcendance. C'est l'histoire un Dieu, d'ailleurs, à l'origine, le monothéisme mosaïque n'a pas voulu s'imposer aux autres peuples. D'ailleurs, on leur reproche. Le christianisme, lui, va vouloir universaliser ce monothéisme, ou l'islam aussi veut... Moi, je suis contre ces universalisations. Le monothéisme n'est pas un savoir, est une valeur. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de cet homme merveilleux qui s'appelait Leibowitz. Je lui ai demandé, est-ce qu'il ne pensait pas que, par exemple, il y aurait des preuves de l'existence de Dieu. Il m'a dit, chassez de votre esprit cette idée. Il y a et il n'y aura, et il ne peut y avoir aucune preuve de l'existence de Dieu. Dieu est une valeur. Je suis croyant ou athée. Et ça, c'est une affaire intime. La croyance en Dieu est une intime. Et de quel droit vais-je l'imposer aux polythéistes? Vous savez que les grands maîtres du judaïsme avaient une admiration infinie pour les Grecs. Maïmonide a dit Aristote est le plus grand miracle de la création de Dieu. Il avait pour la pensée grecque, pour la philosophie, en particulier d'Aristote, mais aussi de Platon, une immense admiration. Donc, j'ajouterais, à côté de la loi, dont j'ai fait tout à l'heure l'apologie, la raison. Mais bon sang, bonsoir. C'est la valeur suprême qu'est la raison. Et c'est peut-être l'une des armes les plus efficaces contre la violence. Et malheureusement, la raison ne plaît pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on aime, les trucs foireux, les mysticismes de tout genre. Donc, vous savez, le livre que j'ai, pour la première fois que je suis venu à Mulhouse, c'était pour ce livre qui s'appelle « Dans la main droite de Dieu ». Pourquoi ce titre qui n'est pas d'ailleurs de moi, qui mon éditeur me l'a suggéré, je l'ai accepté. C'est une parabole d'un grand penseur allemand qui s'appelle Lessing, qui est aussi un dramaturge, qui a dit la chose suivante. Si Dieu me dit, dans la main droite, j'ai la vérité, dans la main gauche, j'ai la recherche de la vérité. Toi, homme, qu'est-ce que tu choisis? Et moi, je lui réponds tristement, je ne sais pas pourquoi il ajoute tristement,
Non, Seigneur, la main droite, la vérité, c'est à toi. Garde-la pour toi. Moi, ce que je veux, c'est la recherche de la vérité. Parce que c'est cette recherche qui donne du sens à ma vie et qui va m'accompagner pendant toute mon existence. Le fanatique, lui, il a la main droite. Il a la vérité absolue. Et on ne peut pas discuter avec le fanatique. Qu'est-ce que vous voulez lui opposer? Il a la vérité absolue. Qu'est-ce que vous pouvez lui opposer? Qu'est-ce qu'on pouvait opposer à Hitler, sinon de lui faire la guerre? Qu'est-ce qu'on pouvait opposer à tous ces... Il fallait à un moment donné ou l'autre dire stop. Et la raison avait abdiqué dans ces systèmes totalitaires. Vous avez évoqué les signes, donc justement, j'y pensais en vous écoutant. Là, je disais tout à l'heure qu'une des manières qu'a le langage de désamorcer la violence, c'était pas seulement l'argumentation, la démonstration, mais aussi le récit. Et ça m'a fait penser, votre évocation de Lessing, à sa grande pièce Nathan le Sage, qui raconte, enfin qui met en scène plus exactement, les croisades et le rapport entre les trois religions monothéistes, justement. Donc Nathan le Sage, c'est le judaïsme, Saladin, l'islam, et le Templier, le christianisme, qui sont ici, là, en conflit, puisqu'alors précisément chacun prétend avoir la vérité sur Dieu, enfin sauf Nathan, on va le voir, et donc par conséquent la justification à occuper Jérusalem. Et la sagesse, ce qui évidemment les signes écrits au XVIIIe siècle, donc il y avait un caractère déjà très, je dirais, provocateur dans le fait de mettre dans la bouche de Nathan, donc du représentant du judaïsme, la sagesse, et sa sagesse passe par un récit, par une histoire, ou plutôt d'ailleurs par une parabole. C'est la parabole des trois anneaux. C'est-à-dire qu'il raconte l'histoire, et donc là, il y a bien une manière de désamorcer ici la violence, ou la figure de la guerre, et de la guerre dans sa version peut-être extrême, puisque c'est la guerre de religion, par un récit et une parabole. C'est l'histoire d'un père qui aimait ses trois fils à égalité, si je puis dire. Il les aimait autant l'un que l'autre, et dans cette... comme souvent d'ailleurs, c'est une question, la violence est fondée aussi sur des héritages. Après tout, Abel et Caïn, je vous l'avais rappelé, c'est bien savoir quel est le fils qui doit reprendre la succession du père. Et comme le fils n'arrivait pas à se décider entre les trois amours et ses trois fils, disons, et pour donner une bague, puisque la bague devait être le représentant, ou plutôt le symbole de sa préférence, eh bien, il fait, par le meilleur joaillier ou le meilleur bijoutier de l'époque, il fait reproduire deux bagues parfaitement identiques, au point d'ailleurs qu'elles deviennent, et c'est là évidemment, alors Nathan raconte ça dans Nathan le Sage, au point que personne ne puisse savoir, aucun des trois fils ne sache quelle est la bague authentique, et que même, dit-il, le père l'a oublié. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est une métaphore, enfin, c'est une parabole pour dire finalement la bague, qui a la vraie bague, c'est-à-dire quelle est des trois religions monothéistes ou issues du monothéisme, quelle est la vraie, cette question ne reçoit plus de réponse. Elle ne peut plus recevoir de réponse puisque chacune des trois est considérée au fond comme obtenant ou ayant de Dieu une part de vérité. C'est peut-être aussi là que, pour sortir de la violence religieuse liée spécifiquement au monothéisme, effectivement, il y a des violences aussi terribles dans les polythéismes, c'est tout à fait certain. Bien sûr, chez les bouddhistes, contrairement à ce qu'on a une vision très occidentalisée de pacifique. Bon. Mais pour ce qui est des monothéistes, c'est cette idée finalement qu'on puisse avoir chacun, peut-être même l'athée d'ailleurs, une part de Dieu. Donc Dieu est quand même malgré tout un peu divisible, c'est-à-dire qu'il n'est pas cette unité absolue. Et finalement, notre discussion va bientôt toucher à son terme. J'aurais en fait une dernière question à vous poser. Et en fin de compte, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, en fin de compte, de justifier l'usage de la violence? Je m'explique. Est-ce que finalement, et là peut-être soyons un peu marxistes sur les bords, même totalement, dans l'idée que justement vous parliez de la loi, et qu'en fin de compte, comme le montre Marx, l'histoire est construite d'abord à partir des luttes. Et les luttes, finalement, n'échappent pas nécessairement à la violence. Je pense ici à des exemples tout simples, parce qu'en fin de compte, il n'y aurait pas une possibilité de justifier une certaine violence lorsque les causes sont justes. À savoir, je sais pas, sauver les animaux d'un abattoir, lutter contre le réchauffement climatique, s'opposer à la construction d'un aéroport, ou comme au XVIIe siècle, s'opposer au code noir s'opposer au code noir, etc. Est-ce qu'en fin de compte, il n'y a pas justement peut-être dans la non-violence, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en tête,
l'idée que la non-violence sert plutôt justement à maintenir les États et une certaine violence qui serait bien plutôt illégitime, justement. Et qu'en fin de compte, quand les causes sont justes, d'une certaine manière, la violence est justifiée ou justifiable. En tout cas, moi je voudrais dire une chose, c'est que souvent la violence, elle naît d'un refoulement. Ce sont les émotions, les sentiments refoulés, qui quand ils reviennent... tout à l'heure, j'étais amusé parce qu'il y a l'évocation de Karl Marx qui disait que le communisme viendra dans les douleurs, dans l'accouchement. Mais cher Karl, mais c'est une vieille histoire juive ce que tu nous racontes. C'est ce qu'on appelle dans les traditions juives les douleurs du messianisme. Hevle Mashiach. C'est une histoire qui a 2000 ans. On a raconté que le messianisme ne viendrait qu'à travers des souffrances, et on appelle Hevle, c'est les douleurs de l'accouchement. Donc, Karl Marx, qui était juif, mais qui était un peu antisémite sur les bords, Lacan l'a un peu dénoncé de ce côté-là, c'est ce retour d'un refoulé sous une forme déformée qui est à l'origine de la violence. Alors, il ne faut pas confondre la loi dont nous parlions, la loi symbolique, et les règlements. Un aéroport mal placé, c'est pas... Il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est de ne pas tuer. Nous avons deux fondamentaux, l'interdit de l'inceste et l'interdit du meurtre, sauf en cas de légitime défense, l'interdit du meurtre, l'interdit d'emmerder son prochain, de respecter cet autre. Nous sommes le respect de l'autre. Quand vous parlez, moi psychiatre, j'ai quand même cette expérience, dans les hôpitaux, vous voyez des gens des fois violents. Mais si vous leur parlez, si vous les respectez dans leur être, je vous assure, la violence, elle tombe. Les gens deviennent violents parce que vous ne les reconnaissez pas, parce que vous les humiliez, parce que vous ne les reconnaissez pas dans leur humanité. Mais si vous les reconnaissez, cette violence, flaf, elle tombe. On se reconnaît, nous sommes tous les deux des humains, à égalité. Et ça, la violence à ce moment-là dégringole. Donc voilà ce que je peux dire. Il y a des choses injustes, mais ne confondons pas la loi dont je parle et toutes les réglementations, toute la bureaucratie, toutes les décisions arbitraires que prennent parfois, souvent, le gouvernement. Ce sont deux choses radicalement différentes. Alors c'est une question immense hein, que vous posez à travers le problème de la justification de la violence. Je dirais qu'effectivement, il y a des violences dans la société, pas seulement celles qui sont faites à la société, mais celles que la société fait, c'est évident. Et de ce point de vue-là, elles ont, parce qu'elles sont instaurées, instituées, institutionnalisées, hein, je parlais tout à l'heure de la violence au travail, ou de la souffrance au travail, elles ont un caractère apparemment de légitimité par rapport auquel, évidemment, on considère qu'il n'y a pas lieu de se révolter. Alors, le problème de la justification de la violence, je dirais que c'est de ne pas forcément toujours chercher des argumentations. D'une certaine manière, il y a une violence est justifiée quand elle est une contre-violence, on pourrait dire en un sens. Hein, c'est-à-dire lorsqu'elle vous évoquiez la lutte des classes, qui est un paradigme qu'on a beaucoup abandonné maintenant, enfin... comme disait je ne sais plus quel milliardaire, la lutte des classes existe bel et bien, puisque c'est nous qui l'avons gagnée. Mais enfin, en tout cas, on n'en parle plus aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a servi de justification à des violences immenses, et des violences sans fin, hein, en particulier dans la période stalinienne, plus tard maoïste. Cela étant, cela ne doit pas forcément nous rendre complètement, je dirais, innocents au sens propre du terme, c'est-à-dire considérer que du coup, par le triomphe des démocraties, hein, c'était un peu la mythologie de 1989, ça, hein, maintenant c'est le capitalisme pour 1000 ans, le marché pour 1000 ans et la démocratie pour 1000 ans. Bon. Et parce que, avec cette idée que maintenant, au fond, puisque nous étions dans des démocraties, ce qui est déjà une phrase qui n'a pas grand sens, hein, nous vivons dans des démocraties, bon, nous sommes dans le meilleur des cas en voie de démocratisation. Hein, bon. Mais l'idée qu'il n'y a plus de violence, que la violence aurait disparu comme par magie, ou comme par enchantement, à partir du moment où nous vivons dans des états de droit, est une idée simplement fausse et naïve. Mais simplement, vous évoquiez la non-violence. Moi, je dirais d'une certaine manière
quand on regarde quand on lit par exemple Gandhi, on se rend compte que la non-violence, c'est une réponse à la violence coloniale, en l'occurrence ici, mais qui est aussi une manière de faire violence, aussi, mais une bonne violence, c'est-à-dire celle d'arrêter. Hein. C'est ce que disait aussi déjà la Boétie, hein, quand il écrit dans la servitude volontaire, quand il explique dans la servitude volontaire que toute la puissance des tyrans vient de l'impuissance des tyrannisés, et que tout ce qu'il faudrait au fond, c'est-à-dire le fait que les que ceux qui vivent sous les sujets, que nous, à un sens, que les sujets laissent au tyran le soin, ou le despote le soin de gouverner. Mais disait aussi la Boétie, et c'est une expression par avance, je dirais, de la non-violence, puisque le tyran, le despote, n'a de pouvoir qu'à partir de notre absence de pouvoir à nous, que par notre consentement, eh bien au fond, arrêtons d'obéir. Mais c'est la désobéissance civile, ça ne veut pas dire faire violence là directement, prendre les armes, ça veut dire simplement arrêter de collaborer d'une certaine manière au système pour que d'une certaine manière on se rende compte que sa violence n'a plus d'effet. Et donc je dirais que nous sommes parvenus dans un monde où la non-violence parfois, l'exercice aussi de la douceur en un sens, peut aussi faire violence à un régime beaucoup trop, et là je pense plutôt à l'économie qu'à la politique, un régime beaucoup plus froid, beaucoup plus... le management, la violence par le management, ça existe aussi, la manière, d'une certaine manière, de tyranniser psychologiquement plus que physiquement les individus en les soumettant en permanence à des normes de performance, cela existe. Et face à cela, il y a plusieurs stratégies. Il y a celle ancienne, je dirais, qui consiste à reprendre la barricade. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas, très bien. Mais il y a aussi celle qui consiste, et on s'en rend un peu compte aujourd'hui, hein, parce qu'on n'arrête pas de parler du fait que, bon, par exemple, on ne trouve plus d'employés dans les restaurants, dans les bars, etc. Bon, on fait même des lois maintenant pour obliger les chômeurs à cesser d'être des assistés, comme on le dit. Bon. Eh bien, je dirais que d'une certaine manière, effectivement, je le sais par des témoignages qui m'en ont été faits, le confinement, le fait d'avoir été payé pendant 2 mois par l'État ou pris en charge par l'État, a fait prendre conscience aussi à un certain nombre d'individus des violences, ou de la violence qu'ils subissaient sur leur lieu de travail, d'une forme d'exploitation, et maintenant ils n'ont plus envie d'y revenir. Bon. Écoutez, il continue comme ça. Juste un petit complément à propos de l'origine de la violence et la haine. C'est les haines rancies que l'on conserve par-devers soi, comme ça, qui se conservent. Et là, je voudrais, et ce sera ma conclusion, rendre hommage à un homme qui a réussi à surmonter, qui pour moi est un exemple, vraiment, des repères dans notre modernité, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, a dit « Si j'avais gardé en moi la haine pour mes tortionnaires, parce qu'il a été torturé, il a fait, je ne sais pas combien de prison, ses proches ont été tués. Il a dit « Si j'étais resté prisonnier de cette haine, j'aurais jamais quitté la prison. » Et donc, une des causes de haine, une des causes de violence, c'est la haine. Et la haine de Caïn pour Abel, la haine des frères pour Joseph, etc., etc. Ne gardons pas par-devers nous des haines rancies, souvent sans raison, par pure rivalité. C'est un des remèdes contre une certaine violence. Merci. On va laisser la parole à la salle si vous avez des questions. Alors, comme il n'y a pas de micro qui tourne, je vous demanderai simplement de parler à haute et très intelligible voix. Allez-y. Je voulais vous poser une question sur la violence institutionnelle et ce qu'elle provoque. J'aimerais juste prendre l'exemple de ce qui se passe pour les migrants actuellement dans notre pays à Calais. Comment on arrive à réagir devant une situation qui paraît complètement inexplicable et qui ne nous donne pas de moyens d'agir, parce qu'en fait, même dans le relais politique qu'il y a, le discours est très inaudible. Qu'est-ce que c'est cette violence et où elle prend souche et comment on peut y réagir de celle qui nous fait voir notre propre État, notre société, s'embarquer dans des situations qui sont complètement... la violence, elle est qu'on traite l'humain de manière inhumaine, de manière tout à fait presque quotidienne.
Alors effectivement, le problème des sociétés, enfin des sociétés, de la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'elle a tendance, enfin là je ne parle pas de la France, hein, je parle évidemment du monde entier, elle a tendance à considérer comme réel ce qui fait l'objet d'une mise en image. Et vous évoquez les migrants, le sort des réfugiés. Aujourd'hui, on le sait, je veux dire, mais on le sait, mais on n'y croit pas, en un sens. La Méditerranée est devenue le plus grand cimetière du monde, du fait du nombre des milliers, même des dizaines maintenant, de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants, souvent aussi, qui sont engloutis par des bateaux, qui sont morts, du fait des bateaux de misère sur lesquels ils étaient embarqués. Mais on ne le voit pas. Il n'y a pas d'image de cela. Alors soit parce que là, on a l'image de l'engloutissement qui fait que précisément on peut regarder la mer et trouver que la mer Méditerranée est la plus belle des mers, bon, et en même temps oublier de ce fait qu'ils sont morts, et je dirais qu'ils ne sont pas morts par voie naturelle, qu'ils sont morts pour des causes institutionnelles, pour la violence des États d'où ils venaient, la contre-violence des nôtres qui ne les accueillaient pas. Et pour Calais, d'une certaine manière, ou ce qui se passe à Calais, c'est pareil, parce qu'il y a heureusement des journalistes qui font leur travail et qui vont s'intéresser à ces cas, d'une certaine manière, à individualiser aussi la souffrance. Mais vous pouvez regarder, je ne parle même pas là de CNews, hein, mais vous pouvez regarder BFM en boucle du matin au soir, vous n'aurez jamais des images que d'une certaine forme de violence faite par certains nombres de migrants. Vous n'aurez pas il y a aussi un choix de la société de donner ou de considérer ou de faire considérer comme existant un certain nombre de violences au détriment d'autres, et en particulier au détriment de celles qui sont instituées par les États. Ce qui fait qu'il y a la perception, parce que moi je ne pense pas que, enfin j'espère, j'ai l'espérance, que la majorité même dans l'opinion publique, ou des Français en l'occurrence, soient insensibles du tout à ces violences, mais évidemment on devient plus sensible à une violence qui est faite lorsque l'on voit l'individu, lorsqu'on le perçoit, lorsque l'on prend conscience que c'est une violence exercée contre un corps, parce qu'un corps ou un individu ou une personne que l'on perçoit cesse en principe d'être simplement des catégories abstraites, hein, c'est-à-dire l'autre, le migrant, l'immigré clandestin, etc., pour devenir quelque chose ou quelqu'un qui peut correspondre à mon prochain. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a tout un travail certainement à faire, un travail d'imagination en un sens, chez les individus, et en particulier chez ceux qui sont en mesure de nous donner à penser les images, ou à voir les images des violences qui sont faites par les États, y compris démocratiques, contre ces personnes, un travail d'imagination pour rendre sensibles les puissances ou les lois que nous faisons. Je me méfie, par exemple, justement là tout à l'heure on parlait du rapport entre discours et violence, vous savez typiquement la phrase officielle, ministérielle, c'est nous allons traiter les migrants avec humanité mais fermeté. Alors là, si vous voulez, vous pouvez être sûr que la fermeté annule l'humanité qui la précède, et que là, au fond, indépendamment des choix politiques, on est dans de l'abstraction, c'est-à-dire, oui, qui voudrait qu'on ne traite pas n'importe quel problème fermement, si vous voulez. Mais le mot, d'une certaine manière, nous permet d'oublier qu'à la fin des fins, toutes les mesures que l'on prend sont des mesures qui s'appliquent à l'écorce et qui vont produire des effets en termes de souffrance, d'injustice et de douleur. Juste un petit mot. Vous savez, il y a quelqu'un, un historien, qui a dit l'histoire des hommes, je ne me rappelle plus de son nom. C'est celui qui a écrit Le déclin de l'Empire romain. Saint-André. Voilà, le nom m'échappe. Il a dit l'histoire des hommes, c'est l'histoire de la série des folies et des crimes que ces hommes commettent. Quelqu'un d'autre a ajouté, Lévovitz a ajouté, oui, c'est vrai, mais c'est aussi la lutte des hommes contre ces folies et ces crimes. Alors, vous avez parlé de la Méditerranée, par exemple, et bien quand même, on pourrait citer qu'il y a des ONG qui militent et qui ramassent des fonds, qui ont armé un bateau pour sauver des gens, essayer de les récupérer en mer et de sauver. Donc, vous avez quand même toute cette humanité qui lutte contre ces folies, ces crimes que l'on commet contre d'autres hommes. Et il faut rendre hommage, on ne peut pas oublier cette lutte de ces ONG, de ces groupes humains qui font ce qu'elles peuvent, malheureusement avec des petits moyens, pour sauver ce qu'elles peuvent en vie humaine. Oui, allez-y.
aucun n'a la violence comme objet d'étude. Parallèlement, dans l'histoire de l'humanité, la guerre est apparue comme un problème. Et la guerre non plus n'a produit une discipline scientifique. J'ai lu un bouquin de Kamitaro, le symbolique et le sacré, qui propose une discipline scientifique, la biologie, qui aurait la violence comme objet d'étude. Donc, à partir de ce constat, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a peur du savoir, de la violence, par rapport au pouvoir qui pourrait contrôler en tant que savoir? C'est difficile, hein? Je pense que vous avez raison, mais quand même, vous n'êtes pas très juste, parce que, enfin, ce qui me concerne, j'en suis à mon 4e livre, où j'essaye, une science non, mais enfin, j'ai dénoncé tout à l'heure le silence de la psychanalyse concernant le fanatisme, qui quand même est des formes de violence. Vous pouvez vous reporter à cet ouvrage, dans la main droite de Dieu, j'ai essayé de comprendre un peu comment est-ce que les hommes deviennent violents. Mais là où vous avez raison, je pense, si les psychanalystes, si Freud lui-même ne s'est pas penché sur la question du fanatisme et de la violence, peut-être y a-t-il une peur, comme vous l'avez dit, d'aborder. Pourquoi peur? Parce que nous l'avons en nous. Parce que le désir du meurtre du frère, nous l'avons en nous. Vous savez, quand Freud a découvert l'Oedipe, c'est le premier à découvrir qu'un enfant peut avoir des désirs pour sa mère et le désir du meurtre du père. Pourquoi ça n'a pas été fait avant lui? Parce qu'on a peur de ces choses, parce que nous sommes tous concernés, nous avons tous ça en nous. Et donc, ça fait on préfère refouler plutôt que les... Mais probablement un jour, et j'espère que j'y ai contribué, mais quand même, je me signale que j'ai publié 4 ou 5 livres sur la violence. C'est pas de la science, c'est des essais, c'est des spéculations, des élucubrations, ce que vous voulez. Enfin, c'est des travaux sincères et sérieux que j'ai fait, en essayant d'être au plus près de la vérité de ce que je percevais. Oui, alors moi, pour le coup, j'entre sous la catégorie de ceux qui n'ont pas spécifiquement travaillé sur la violence. Bon, le problème, l'avantage de la philosophie, c'est qu'elle peut parler à peu près de tout, en principe. Mais il y a quand même des sciences qui sont... Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas peut-être une science de la violence, mais la question de la violence, elle est rencontrée par l'historien, par le psychanalyste, par le sociologue, par le philosophe. Ceux qui se sont un peu spécialisés là-dessus, sur cette question, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les polémologues, hein, ceux qui étudient la science des conflits, en particulier dans la sphère de la guerre ou de la géopolitique. Alors là où je vous rejoindrai tout à fait, c'est qu'effectivement, le savoir sur la violence peut inquiéter un peu le pouvoir, en un sens, parce que tout pouvoir, hein, c'est pas propre au nôtre, tout pouvoir a tendance à se justifier comme contre-violence, hein, c'est-à-dire pour éviter la violence qui vient de la société, alors il faut que la violence qui est exercée par l'État soit, on en parlait tout à l'heure, considérée comme légitime. Je crois que c'était je suis même sûr, un Premier ministre socialiste pour rire, qui disait que expliquer la violence, c'était la justifier. À partir de là, il n'y a plus qu'à retirer l'échelle et à fermer les universités. Et évidemment, l'explication de la violence, ce n'est pas sa justification, mais effectivement, cela consiste néanmoins à la réintégrer dans une forme de rationalité, à en donner une certaine forme, non pas de légitimité, mais simplement de science. Et de ce point de vue-là, cela peut ennuyer ceux qui ont le pouvoir et qui aiment bien, au fond, justifier ou identifier toute forme de violence comme un crime et, par conséquent, pouvoir se justifier la contre-violence qu'il appelle. Une autre question peut-être? Oui, allez-y. Oui, la question, si j'ai bien compris, c'était de dire que la violence fondamentale, enfin une des violences fondamentales, c'était celle de la possession de la richesse par une infime minorité de la population, et que cette même population admet cette violence, ou consent à cette violence, parce qu'elle ne vote pas pour des partis qui s'y opposent. Alors, bon, là, puisque vous avez cité
comme exemple, vous posez la question de l'état de la gauche, effectivement. Si on considère que la violence économique est structurelle dans le système dans lequel nous vivons, ce qui est une hypothèse qu'on peut tout de même considérer, si on ne réduit pas toute violence à la violence économique, je dirais que pour... il y a on l'évoquait d'ailleurs, le modèle révolutionnaire, c'est-à-dire l'idée que c'est par une contre-violence de masse que l'on va pouvoir faire pièce à cette violence économique, il a du plomb dans l'aile, et en partie pour de bonnes raisons. On peut voir ce qu'un certain nombre de révolutions ont donné dans le monde. Et le modèle réformiste, c'est-à-dire celui social-démocrate, on dira, qui consiste à dire que c'est par la voie institutionnelle classique, les élections, que l'on va pouvoir en quelque sorte non seulement modifier, mais même tendanciellement faire disparaître cette violence économique, cette inégalité économique. Le modèle réformiste, contrairement à ce qu'on dit, est tout aussi à terre que le modèle révolutionnaire. Alors pourquoi, là, ça nous engagerait certainement dans de très grandes discussions. Je dirais simplement, pour le dire d'une phrase, à mon sens, évidemment, c'est qu'il ne suffit pas de dénoncer une violence économique, en l'occurrence, ou une inégalité absolument arbitraire, pour s'y opposer. Il faut lui opposer un contre-modèle. Et que ce qui fait que ce contre-modèle aujourd'hui est abandonné, c'est simplement qu'il n'existe pas. Parce que je pense que la majorité, même des Français, considèrent que, je ne sais pas, il faut manier les sondages, comme on dit, avec beaucoup de précaution. Enfin, ils ont fait une étude, pour une fois intéressante, consistant à prendre des mesures économiques du style le rétablissement de l'impôt sur la fortune, passer de 5 tranches à 14 sur l'impôt sur le revenu, faire la retraite à 60 ans et passer tenez-vous bien, des 35 heures aux 32 heures. Bon, là, c'est plus... C'est l'assistanat généralisé. Et toutes ces mesures étaient à plus de 60% d'approbation. On s'étonne par conséquent que le NPA fait beaucoup. Mais du fait d'avoir ou d'adhérer à des mesures qui sont socialement plus égales, c'est assez logique quand on y réfléchit que la majorité de la population soit pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Je dirais, c'est assez logique. Mais pour traduire cette croyance négative, en quelque sorte en croyance positive, il faut avoir un modèle alternatif. Et c'est celui-là qui, certainement, aujourd'hui, explique l'état assez lamentable, électoralement du moins, des partis de gauche. Quoique, en un sens, on pourrait dire que la violence économique, elle est tout de même tout à fait perçue. On l'avait vu au moment, justement, des mouvements Occupy Wall Street, etc., où le motif à New York et dans le monde, où le motif de les mobilisations, c'était c'était la thématique des 1% contre les 99%, c'est-à-dire les 1% qui possèdent les 2/3 de la richesse mondiale contre les 99% qui doivent se partager le reste. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui, allez-y, allez-y. Il y a un moment où vous avez dit que remettre différence, ça peut augmenter la violence. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, la laïcité, ça a été instrumentalisé en ce sens-là? Oui, je pense... C'est une thèse de René Girard, n'est-ce pas, que la diminution des différences aggrave les violences et les suscite. Alors, il faut savoir de quoi on parle d'abord, parce que là, moi je suis pour une distinction très importante entre la laïcité, c'est quoi? La laïcité, telle que moi je la comprends en tout cas, c'est de séparer la religion, la renvoyer à sa sphère, qui est la sphère des valeurs, et la société et la politique, à part. Sachez par exemple, c'est une chose curieuse, c'est que les grands croyants sont peut-être des grands laïcs. Je prends un exemple en Israël, il y a un type qui s'appelait Leibovitz. Leibovitz était un homme très pieux. Depuis toujours, il a lutté pour la laïcité. Il disait, la religion n'a rien à voir avec la politique. Il faut séparer les deux. Donc c'est pas, je ne vois pas en quoi c'est gommer les différences. Mais les différences, elles persistent. Mais le problème que nous avons avec l'islamisme, qui n'est pas l'islam, c'est ce mélange du religieux, du politique. Et ça, c'est la source de grands malheurs.
Donc, voilà, si j'ai pu répondre à votre question, la laïcité, c'est de rendre... D'abord, ça permet à des gens de croyances et de foi différentes de vivre ensemble. Et ça, le vivre ensemble, c'est quand même... Et avoir du plaisir à vivre ensemble. Moi, j'ai un ami, il est très catholique. Il veut absolument que je me convertisse au christianisme. J'ai dit, mais mon cher, il ne faut pas dire son prénom, je dirais son nom. J'ai dit, écoute, regarde, si tu es croyant, le projet divin, il a créé beaucoup de choses différentes. Il a créé des fleurs à l'infini, il a créé des animaux en eau. S'il avait voulu qu'on soit tous dans la même moule, il aurait produit certainement un seul animal, une seule fleur. Pourquoi veux-tu? La laïcité permet à des gens de croyances différentes, athées, bouddhistes, juifs, chrétiens, etc., vivre ensemble et avoir du plaisir à vivre ensemble. Il ne s'agit pas seulement de se supporter. Il faut avoir... C'est ça qui fait une communauté nationale, c'est qu'on aime des choses en commun. On est content d'être en France, on est content d'être en Italie, on est content d'être... Un pays vit bien quand les gens qui le composent, dans ces différents courants, ont du plaisir à partager un héritage commun. Et ça, la laïcité, à mon avis, garantit peut-être ce plaisir du vivre ensemble. Mais je crois qu'on peut remercier nos deux invités, Michael Fessel, Gérard Haddad, pour cette discussion, et remercier aussi pour votre attention et vos questions.